Eh bien, chers amis auditeurs des Bulles dans le local, bonjour et on va respecter un truc à la gomme là. On dit bonne année, il paraît. Hein, On dit voilà. bonne année. On dit Oui. bonne année parce qu'on est en 2017. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. La Première République, avec mon ami Bernard et mon ami Christian. Oui, je ne vous ai pas présenté. Alors avec moi aujourd'hui autour du micro, Bernard, qu'on ne présente plus, Christian, qui est le président de la Libre Pensée du Tarn, du 81, et naturellement notre ami Patrick, qui est non seulement aux manettes, mais aussi au micro. Voilà, donc Bernard, on abordera aujourd'hui cette Première République, c'est important de parler de la Première République, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, et on parlera aussi avec Christian, qui intervient quand il le souhaite, sur, on dit décollation, c'est plus joli, hein, La décollation de Louis XVI. Voilà, du roi Capet, dit Louis Dossard XVI. Et pourquoi on l'a raccourci? C'est une question vitale, nous en parlerons. Voilà, ça sera la première partie, et la deuxième partie, ça sera une surprise, vous allez voir. Donc Bernard, cette Première République... Ce qui est important, je pense que c'est de voir l'évolution des forces sociales dans la Révolution française. On a commencé par une monarchie constitutionnelle, et Louis XVI n'a pas joué le jeu, puisqu'il a pris date avec les ennemis de la Révolution, c'est-à-dire d'abord les Autrichiens, puisque sa femme était autrichienne, donc ça facilitait les contacts. Et on s'est aperçu qu'il manigançait beaucoup. Le droit de veto qui lui était donné, il s'en est beaucoup servi contre une évolution positive de la Révolution française. Et on va être amené à parler de l'évolution entre la marche à la démocratie et la marche à l'autoritarisme à travers les étapes de la Révolution française. Et on peut dire que au niveau de la Révolution française, et là je me réfère à Massin qui a fait une excellente biographie de Robespierre, il y a jusqu'à Robespierre et après Robespierre, et on voit que la coupure de la Révolution se situe là, c'est-à-dire aussi au moment de la décollation de Louis XVI. Mais pourquoi la Révolution française a évolué? Et là, je voudrais vous citer un texte intéressant, parce que on s'aperçoit que il y a eu un caractère populaire dans la Révolution française parce que la bourgeoisie avait besoin du peuple pour abattre la monarchie et la noblesse et le clergé, mais que dès qu'elle a pu reprendre les rênes, elle a essayé de chasser le peuple du pouvoir, les sans-culottes, on va dire. Bon. Et une citation d'un thermidorien, Boissy d'Anglas, Massin précise qu'il a une belle rue à Paris alors que Robespierre n'a aucune rue à Paris. Mais ça, c'est un détail qui exprime quand même des choses. Alors il dit « Nous devons être gouvernés par les meilleurs. Or, à bien peu d'exceptions près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui possèdent une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, la propriété, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de la patrie. » Là, on a tout le contenu, c'est la bourgeoisie qui doit dominer, et le peuple, on s'en occupe plus. La coupure de la Révolution est là, et ça correspond évidemment à l'avènement de la République et à la décollation de Louis XVI. Donc la Première République, 1792, alors c'est une petite parenthèse, on fête le 14 juillet et on ne fête pas la Première République. Ah, c'est vrai, on dit 14 juillet 1789, c'est une date importante, je ne le nie pas, mais on n'a pas une fête, on ne fête pas le 22 septembre, 1792. Ça aurait pu être la fête nationale. Oui, mais peut-être parce que la place que les Girondins occupent dans cette Première République amoindrit un peu le caractère révolutionnaire. Hein. C'est-à-dire que le texte qui n'a jamais été appliqué de la Constitution de 1793 par les montagnards, par les jacobins, est
est extrêmement démocratique et révolutionnaire, et elle n'a jamais été appliquée. 1792, donc, mon petit Bernard, c'est d'abord la Convention girondine, c'est ce que tu viens d'expliquer. Oui. Alors peut-être pour rafraîchir la mémoire de nos amis auditeurs, les Girondins, en fait, l'Assemblée, la bourgeoisie républicaine a maintenant le pouvoir, n'est-ce pas? Et elle se divise en 3 groupes à la Convention, les Girondins, qui sont politiquement des conservateurs, qui défendent les intérêts de la bourgeoisie et refusent toute atteinte au droit de la propriété. C'est ce que répète le thermidorien dont tu as parlé. Il y a les montagnards, et qui n'a aucun rapport avec la chanson Les montagnards, halte là, halte là. Donc les montagnards qui sont plus proches du mouvement populaire, qui sont prêts à accepter une partie des revendications populaires pour avoir le soutien des sans-culottes. Et les derniers, ceux du milieu, qu'on appelle la plaine, hein, qui ne savent pas trop où ils vont aller. Donc effectivement, cette convention girondine, sur le fond, elle a comme objectif de maintenir Louis XVI. Tout à l'heure, avant l'ouverture du micro, on disait l'objectif qu'ils avaient, c'était d'arriver à une monarchie telle que les Anglais. On a un roi et on le paye, on le nourrit, il distribue des bonbons, et voilà. Alors que l'idée de la... À condition que la bourgeoisie ait l'essentiel du pouvoir. Voilà, alors que c'est pas ça, en fait, que souhaitaient les montagnards. Donc il y a cette première partie avec ces Girondins qui vont attaquer en permanence les montagnards, qui vont être particulièrement obsédés par l'affaiblissement des montagnards, parce qu'il y a quand même un problème. Ils refusent que l'on bloque le prix des produits, ils refusent que l'on donne satisfaction, en fait, au peuple. Alors, il n'y a encore pas de classe ouvrière, c'est vrai, mais il y a des gens qui crèvent de faim dans ce pays. Et la bourgeoisie qui a eu besoin d'eux pour se libérer, comme tu disais, de la religion, enfin, du sabre et du goupillon, hein, c'est ce qu'on disait à l'époque, eux, ils veulent pas que ça bouge, en quelque sorte, cette bourgeoisie. Ils ont le pouvoir, ils veulent surtout pas le partager, etc. Et c'est quand même cette convention girondine qui mène la République, pour moi, dans le mur. Ça ne correspond pas à ce que le peuple est en droit d'attendre, mon cher Bernard. Oui, tout à fait. Et justement, c'est en même temps, on a le développement du courant le plus à gauche, c'est-à-dire les premiers communistes, hein, la conspiration des égaux, avec Buonarroti, avec Gracchus Babeuf. Et alors j'aimerais vous citer un éloge de Gracchus Babeuf, un éloge de Robespierre. C'est extrêmement intéressant. Voilà ce que dit Gracchus. « Je confesse aujourd'hui de bonne foi que je m'en veux d'avoir autrefois vu en noir le gouvernement révolutionnaire. » Il regrette certaines opinions qu'il avait. Et Robespierre et Saint-Just. « Je crois que ces hommes valaient mieux à eux seuls que tous les révolutionnaires ensemble et que leur gouvernement dictatorial était diablement bien imaginé. Tout ce qui s'est passé depuis, que ni les hommes ni le gouvernement ne sont plus, justifie peut-être assez bien l'assertion. Je ne suis pas du tout d'accord qu'ils ont commis de grands crimes et fait périr bien des républicains, pas tant. Je n'entre pas dans l'examen si Hébert et Chaumette étaient innocents. Quand cela serait, je justifie encore Robespierre. Et il termine, je ne vais pas vous lire toute la citation, mon opinion est qu'il fit bien. Le salut de 25 millions d'hommes ne doit point être balancé contre le ménagement de quelques individus équivoques. Un régénérateur doit voir en grand, il doit faucher tout ce qui le gêne, tout ce qui obstrue son passage, tout ce qui peut nuire à sa propre arrivée, au terme qu'il s'est prescrit, excusez-moi. Fripon ou imbécile, ou présomptueux ou avide de gloire, c'est égal, tant pis pour eux. Pourquoi s'y trouve-t-il? Robespierre savait tout cela, et c'est en partie ce qui me le fait admirer. C'est ce qui me fait voir en lui le génie où résidaient de véritables idées régénératrices. C'est un bel hommage. On reviendra sur 1793 et justement sur ce travail de Robespierre et des montagnards. Donc le 22 septembre 1792, c'est la proclamation de la République par la Convention. Le dossard 16 est toujours présent, mais le dossard 16 travaille
comme le disait tout à l'heure Christian en micro fermé, contre la République. C'est quelqu'un qui trahit la République, qui s'appuie sur justement sur les Girondins pour que la France soit attaquée de toutes parts, parce que en 1740, on va raccourcir, on va y revenir sur cette décollation, mais en 1793, il faut défendre le pays, il faut défendre la France qui est attaquée de toutes parts, parce que la monarchie ne voulait pas lâcher le morceau, elle trahit, mais la bourgeoisie aussi ne veut pas lâcher le morceau. Messieurs, votre avis? Mais oui, là, on va dire que... Oui. Tu veux dire un mot? Non, mais oui, c'est ça. Comment dire? Moi, je reviens à la diabolisation de Robespierre, quoi. On a diabolisé Robespierre justement pour pouvoir abolir tout ce qui avait été prévu ou fait par la Révolution, en fin de compte. Et quand on nous attaque, parce qu'on nous attaque en fin de compte sur la décollation de Louis XVI, je rappelle moi toujours que si on avait voté l'abolition de la peine de mort que Robespierre a proposée dès le début de la Révolution, on n'aurait pas eu ce problème. La royauté aurait été écartée, mais il n'y aurait pas eu de décollation, puisqu'il n'aurait plus eu de peine de mort. Donc on voit bien que tout de même, tout a été fait pour empêcher la Révolution d'avancer. Mais c'est vrai que la Révolution, ça a été en Europe un coup de tonnerre, et on a vu en 1815 toute la Sainte Alliance des pays européens se liguer contre la Révolution, à partir du Congrès de Vienne. Mais ce qui est important, c'est que tous ces acquis ont perduré, puisque la noblesse a été abolie, le pouvoir de l'Église a été diminué avec des à-coups, et on bénéficie aujourd'hui d'une situation qu'on n'aurait pas si, évidemment, la noblesse avait été préservée. Le gros à-coup, c'est l'abolition des privilèges. Mais c'est bien ça, l'abolition des privilèges, qui nous a valu la haine de toutes les autres nations, du moins des gouvernements, parce que les nations, les pauvres, n'en pouvaient mais l'Angleterre, on faisait référence tout à l'heure à l'Angleterre et avec son régime de royauté constitutionnelle. Certes, mais ils n'ont jamais aboli les privilèges. En Angleterre, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, même aussi après, c'est encore, les privilèges sont tous là. Il n'y a pas eu de nuit du 4 août. On pourrait aussi un jour fouiller un peu cette fameuse nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Je mettrai une nuance sur l'Angleterre, parce que il ne faut pas oublier que les Anglais ont coupé la tête de leur roi un siècle avant les Français, le roi Charles Ier. Et c'est pas inintéressant, parce que il y a eu tout un développement politique qui a servi aux révolutionnaires français ensuite, pour comprendre la manière de procéder, pas seulement pour couper la tête d'un roi, mais pour établir plus de démocratie dans la société. Et ça sera un autre chapitre qu'on pourra développer une autre fois. Mais la monarchie constitutionnelle anglaise, c'est quand même une monarchie extrêmement contrôlée, qui n'a rien à voir avec le pouvoir absolu que souhaitait Charles Ier. Donc, on a donc vu cette convention en 1792. On arrive au 21 janvier 1793, qui est la date de la décollation du Dossard 16. Mais la même année aussi, en mars 1793, c'est le soulèvement de la Vendée. Et quand on nous présente les Vendéens comme des martyrs, je trouve que c'est une vue de l'esprit qui est dramatique, parce que ce n'étaient pas des révolutionnaires, c'était des gens qui refusaient la République. À ce moment-là, les collabos pendant la dernière guerre, c'était des révolutionnaires, parce que c'est ça en fait. Mais donc il va falloir effectivement défendre le pays, parce que le pays va connaître donc une guerre à l'intérieur, et les guerres à l'extérieur. Si on prenait 2 minutes... D'ailleurs, l'Angleterre a soutenu les Vendéens financièrement.
Oui, ils avaient. Je veux dire, ils n'étaient pas. C'est ça qui est quand même amusant, enfin entre guillemets, comme on te présente aujourd'hui cette partie historique de notre nation. En fait, voilà, vaut mieux parler de 1789 et de passer à autre chose que de rentrer dans le détail sur ce qui s'est fait. Quand Christian dit Robespierre voulait abolir la peine de mort, oui, mais Robespierre voulait donner le droit de vote à tout le monde. Oui. Tu comprends? Ça, c'était des choses que les Girondins ne pouvaient pas accepter. Comment vous allez faire voter les sans-culottes? Vous voulez faire voter les femmes? Vous voulez... C'était des choses qui étaient inadmissibles. Moi, j'aime beaucoup Robespierre, on en a parlé l'autre fois. J'ai un livre aussi référence, en plus de celui de mon ami Bernard. Mais bon, il était un peu en retard sur comment aider les revendications. Il était tellement pris par défendre la République qu'il oubliait que de temps en temps les sans-culottes avaient faim. Mais en dehors de ça, je veux dire, ce 21 janvier 1793, il y a quand même une décision, pas à main levée, pas à bulletin secret, si à main levée, je crois qu'ils ont levé la main, un vote parlé à l'Assemblée. Chaque député devait aller à la tribune et dire son vote. Voilà. Évidemment, comme les sans-culottes étaient dans les tribunes, il y en a qui n'ont pas osé voter contre la peine de mort. Il faut être clair. Mais c'est important parce que il y a eu un peu plus de la moitié des députés qui ont voté la mort de Louis XVI. Et sans sursis. Donc c'est important, parce que je crois qu'il y avait une émission un jour à la télé avec, je ne sais plus comment il s'appelait, le mec qui faisait ça, le metteur en scène très connu, qui disait est-ce qu'on pourrait à ce moment-là, est-ce que vous voteriez aujourd'hui la peine de mort? Je ne sais pas si tu te rappelles cette émission. Oui, c'était complètement. Bon. Ils l'ont fait pour Louis XVI, ils l'ont fait pour Marie-Antoinette. Oui, pareil, les deux. Refaire les procès, ce qui est complètement absurde dans la mesure où on n'est plus à la même époque. Alors, les libres penseurs ne célèbrent pas la décollation de Louis XVI, parce que là, c'est pas ça. Le 21 janvier, les libres penseurs se retrouvent pour faire ce qu'on appelle des repas de la tête de veau. C'est important. C'est parce que les 3 années qui ont suivi le 14 juillet 1789, Louis XVI, qui a les pouvoirs, avait été maintenu, a commis de nombreuses trahisons à la Révolution, alors qu'il faisait croire qu'il la soutenait, parce que c'était ça. Il disait, vous inquiétez pas les mecs. Ça fait penser à des gens qu'on connaît aujourd'hui, qui te disent, je vous aime bien, je serai moins méchant si vous votez pour moi. Donc, le 10 août 1792, c'est la prise des Tuileries par le peuple des sans-culottes. Le 22, c'est donc, on l'a dit, la République. Et le 21 janvier, 4 mois après... il faut préciser qu'avec la prise des Tuileries, on a eu aussi certains éléments précis sur la trahison de Louis XVI. La fameuse armoire de fer où il y avait des documents compromettants d'accord entre Louis XVI et les puissances européennes. C'est pas inintéressant. Et donc, il a bien fallu qu'il y ait un mouvement du peuple à ce moment-là. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Romo qui a fait un opuscule où il parle de la tête et de l'oreille et qui projette de faire tous les 21 janvier un repas. Alors après, ça a changé, ça va être la tête de veau, un repas, parce que c'est important. C'est la disparition efficace de la monarchie. Voilà. Bon, et il faut effectivement que Alors, ces banquiers républicains, on en reparlera plus tard dans l'histoire parce qu'on va les retrouver, mais les libres penseurs maintiennent cette tradition. Alors, c'est pas pour manger la tête de veau en disant on a coupé la tête au roi, c'est pas vrai. Parce qu'un repas, pour y participer, un repas chez les libres penseurs, c'est un repas où on va échanger, où on va parler de la situation, on va discuter de cette période-là et d'autres périodes comme celle qui se passe aujourd'hui. Il suffit de taper sur un verre. C'est une tradition qui remonte à l'époque, en 1800 et des briquettes, mais là, Bernard, qui est imparable dans les dates, va nous donner la bonne, où l'on interdisait les réunions publiques et où les prolos se réunissaient dans un bistrot sous prétexte de casser la croûte pour pouvoir aborder des sujets politiques. Oui, c'est toute l'histoire des banquiers républicains. Voilà. Donc, il va y avoir un banquier républicain chez les libres penseurs le 21 janvier, dans le Tarn, avec notre ami Christian qui est présent, et en Haute-Garonne. Alors, si vous voulez l'adresse exacte, le lieu où ça va se dérouler, vous faites sur Internet le site de la Haute-Garonne, et Christian, tu nous donnes le site de... lp81@gmail. Voilà. D'accord, chers amis auditeurs... .com. Tu peux donner la date. La date, donc 21 janvier aussi.
Et à le lieu. Parisot. Mon ami, À Bernard, Parisot. mon ami Patrick piétine, il veut parler. C'est pas que je piétine, mais en vous écoutant comme cela, c'est ça aussi l'intérêt des repas de la libre pensée, c'est de pouvoir discuter entre nous et s'échanger des points de vue. Et ce qui s'est passé lors de la Révolution française me fait penser à ce qui se passe actuellement en Syrie. En fait, parce qu'au départ, c'était bien un peuple qui demandait, qui cherchait à avoir beaucoup plus de démocratie. Et là, vous me dites qu'en Vendée, il y avait les Anglais qui avaient soutenu les Vendéens, donc les Chouans, pour combattre la République, en fait. Donc on voit bien, dès l'instant qu'il y a un pays extérieur qui intervient dans un conflit actuel pour un peuple qui souhaite vraiment chercher la liberté, ça devient plus une révolution, ça se transforme en guerre. Tout à fait. Une guerre civile. Bien, chers amis auditeurs de Bulle en Bocal, nous allons faire une petite pause. Je voudrais avec mes je amis, peux ajouter juste une avant la petite pause. chose. Ajoute. La conclusion de Gracchus Babeuf, dans la citation que j'ai faite tout à l'heure à propos de Robespierre, c'est la suivante. Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante, et naturellement dans le peuple. La raison en est simple, c'est que le robespierrisme, c'est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques. Donc, en relevant le robespierrisme, vous êtes sûr de relever la démocratie. Bien, chers amis auditeurs, on fait cette petite pause musicale et on se retrouve de suite après pour continuer notre émission. À tout de suite.